toutes et à tous, bienvenue pour cet épisode de Codefax un petit peu spécial. C'est un épisode dont on a l'habitude de faire, cette fois avec Marc-André Berset, mais plus dans le rôle du journaliste de la RTS présent au championnat du monde, mais comme représentant du championnat du monde 2026 à Fribourg, et puis aussi dans la communication à Fribourg-Gotteron, et forcément avec lui, on va parler de ces deux casquettes. Un entretien qu'on vous propose maintenant. Salut Greg. Salut Jean-Fred, ça va? Ça va bien toi? Mais oui, nouvel épisode, ça n'arrête pas, on en fait presque un tous les jours. L'usine maintenant. Pour celui-ci, on ne parlera pas de l'équipe de Suisse parce qu'il a été enregistré un tout petit peu avant les matchs contre le Canada et contre la République du week-end. Mais on a un invité spécial par contre. Marc-André Berset, salut. Salut Greg, salut Jean-Fred. Salut Marco. Comment ça va? Ça va très bien. Quand je suis avec vous, ça va toujours bien. Ça me fait plaisir. Il y a un problème avec cet épisode par contre. C'est qu'habituellement, on est là pour parler de l'équipe de Suisse. Et habituellement, tu nous dis, le verre est-il à moitié plein ou à moitié vide? Mais là, tu as une nouvelle vie. Tu n'es plus là pour commenter l'équipe de Suisse. Qu'est-ce que tu fais à Riga, du coup? Alors, c'est vrai que c'est une nouvelle vie et puis c'est une étape importante, cette nouvelle vie, ce championnat du monde à Riga, parce qu'il se situe 3 ans avant le championnat du monde en Suisse, à Fribourg, en Suisse romande. Et on est venu ici avec le comité d'organisation pour observer les choses, prendre des renseignements, faire des visites, rencontrer les personnes pour finalement déjà poser les premiers jalons de ce que devrait être le championnat du monde en 2026 en termes d'organisation à Fribourg. Et est-ce que tu vas répéter ça pour 2024-2025? Oui, alors à partir de 2024, tu es même invité officiellement et obligé d'aller à des réunions sur place pour différents éléments. Là, c'est à notre initiative qu'on est venu pour déjà prendre des premières informations, mais par la suite, chaque organisateur en fait, du championnat du monde, 2 ans auparavant, est de toute façon invité par l'IAHF et Infront, qui est le partenaire de l'IAHF, pour se rendre sur place et tirer les premières leçons de ce qui se fait. Les Zurichois, ils sont là aussi? Oui, il y a des Zurichois qui sont là. On ne les connaît pas, moi je ne les connais pas personnellement, mais ils sont venus également assister à l'une des visites. Tu avais la même place que nous, un peu différente, mais finalement tu avais le même rôle que nous auparavant. Maintenant tu es dans un autre rôle. C'est vraiment différent le championnat du monde de ce que tu en vois actuellement par rapport à ce que tu avais l'habitude d'observer ces dernières années? En fait, tu ne te poses pas les mêmes questions. Avant, quand je venais comme vous, comme journaliste, les choses que tu vas vérifier, c'est que la mix zone, elle soit bien. Tu regardes le chemin d'accès pour la salle de presse et puis tu espères que les entraînements ils se font sur la patinoire, juste à côté de la patinoire principale, ce qui n'est pas le cas. Non, c'est pas le cas du tout. Voilà. Ne retourne pas le couteau dans la plaie. Non, mais tu t'arrêtes aux éléments qui te touchent directement, toi, comme journaliste. Quand tu viens dans un rôle beaucoup plus global d'organisateur d'un championnat du monde, tu regardes, tu observes tous les autres éléments. Et il y a des fois, il y a même plein de fois, des choses auxquelles tu n'avais pas du tout pensé auparavant, qui là t'interpellent, tu dis pourquoi ils ont fait ça, est-ce qu'on pourrait faire mieux, etc. Donc je dirais que c'est une découverte pour beaucoup de points, tu les connais, mais avant tu les questionnais pas. Et maintenant, si tu te projettes, justement, tu peux déjà le faire. Tu arrives déjà à imaginer ce à quoi va ressembler le championnat du monde 2026 en Suisse? Alors aujourd'hui, j'ai un rêve. On a un rêve avec le comité d'organisation, c'est que ce championnat du monde en 2026 à Fribourg, il soit un championnat du monde qui génère un énorme enthousiasme. Et je parle à vous en connaissance de cause, un championnat du monde où il y a peu de monde dans les patinoires, c'est un petit peu fade. Et à la fin, ce que les gens retiennent très souvent des grands événements, au-delà de la performance sportive, c'est ce qu'ils ont vécu. L'expérience qu'ils ont vécue. Waouh, c'était génial. Là, il y avait un engouement dans les rues, il y avait du monde dans la patinoire ou dans le stade de foot, etc. Nous, on s'est fixé plus ou moins 3 axes prioritaires pour le championnat du monde en 2026. C'est aider à remplir la patinoire, tout en sachant que c'est pas nous qui pouvons décider de la politique tarifaire. Donc ça, faut être clair. On reviendra là-dessus d'ailleurs. On pourra volontiers en reparler. Le deuxième point, c'est de créer une atmosphère de fête dans les rues de Fribourg durant les 10 jours de compétition. Et puis le troisième, c'est d'utiliser le championnat du monde pour promouvoir la place du sport dans le canton de Fribourg. Et si on y arrive à une plus large échelle au niveau roman. T'es arrivé après toutes les polémiques qui ont entouré l'arrivée, le championnat du monde qui était attribué à Fribourg, avec les histoires de Lausanne, de toutes ces questions politiques. Est-ce que c'est apaisé maintenant que tu vois de l'intérieur, finalement, tu arrives après l'orage, si j'ose dire? C'est quoi la situation sur ce plan-là? On n'en parle
Pas du tout. Et moi, j'ai jamais eu un échange à ce sujet avec la fédération, avec Infront ou avec qui que ce soit. On est déjà passé à une autre étape. Nous, on se projette maintenant sur réussir en 2026. Lausanne n'a pas eu le championnat du monde. Peut-être qu'ils l'auront une fois ou qu'ils auront un autre événement. Ils ont tout à fait les capacités à l'organiser. Mais aujourd'hui, c'est plus un thème. Je crois que c'est derrière. Mais justement, on parlait de la politique tarifaire. Là, on a vu des matchs ici à Riga, devant un match de la Suisse avec 2900 et quelques spectateurs. Puis on dit Riga, mais à Helsinki, etc. en général. C'est une inquiétude justement pour toi. Et finalement, tu parlais que c'était un des axes de remplir cette patinoire, ou du moins que ce soit une fête et qu'il y ait du monde dans la patinoire. J'imagine que c'est une inquiétude, mais tu vois déjà des façons de faire pour qu'on n'ait pas des 2900 spectateurs, même si c'est assez inévitable. Il y a forcément des affiches qui vont faire un petit peu moins rêver. Alors. Ça, faut l'accepter. À midi, Kazakhstan, Italie, si c'est le cas, tu vas pas remplir la patinoire. Faut être réaliste. Mais oui, je pense que tu dois travailler sur plusieurs points. D'abord, déjà, faut inscrire dans la tête des gens qu'il y aura le championnat du monde en 2026. Aujourd'hui, si tu fais un micro-trottoir en Suisse romande, et même à Fribourg, je pense pas qu'il y a une personne sur deux qui est capable de te dire que ce sera en 2026 à Fribourg, alors que c'est un canton de hockey. Donc il faut l'inscrire et il faut donner l'envie aux gens d'y être, leur faire comprendre que ce sera le plus grand événement sportif en Suisse romande après l'Euro 2008 au XXIe siècle. Sur la durée, les étapes du Tour de France, quand ils viennent un jour, c'est quelque chose d'universel, mais à part l'Euro de foot à Genève, qui a eu en 2008, ce sera le plus grand événement. Donc il faut leur faire comprendre ça. Et puis troisièmement, essayer de trouver des moyens pour favoriser la venue dans les stades. Tu peux t'arranger avec les écoles, inviter des élèves. Tu peux peut-être participer d'une façon ou d'une autre à l'achat des billets, pas en les subventionnant, mais en trouvant des solutions, des arrangements. Je pense qu'il y a plein de mécanismes à mettre en place, mais il faut toujours être au clair que la politique tarifaire, la vente des billets, c'est pas l'organisation locale qui a le lead, qui a la main là-dessus. C'est qui? C'est Infront, l'IAHF? Ouais, c'est la fédération Infront et l'IAHF qui décident ensemble, je crois, des prix. Et, bon, pour moi, c'est un enjeu majeur de championnat du monde. Vous avez quand même votre mot à dire. Vous pouvez aider à oui, fixer des tarifs quand même. Tu peux dire ce que toi, tu penses qui est juste. Maintenant, après, libre à tout le monde d'écouter et d'adapter les prix. Mais ici, je ne sais pas comment ils sont arrivés à des tarifs comme ça. 135 €, vous disiez, pour un match de la Suisse derrière les buts au deuxième étage. C'est complètement fou pour un match amical. Alors, un match, pardon. Pas un match amical. Un match de phase de groupe. Mais là, c'est un lapsus parce qu'en fait, pour l'équipe de Suisse, c'est le quart de finale, le vrai match. Mais tu disais aussi, Greg, je crois que les Lettons avaient des fois accès à des billets un petit peu avant les autres, qui étaient quand même aussi à des prix... Oui, il y a plusieurs phases de vente, apparemment, de ce que j'ai compris ici. C'est que le Letton qui veut voir son match, justement, la Lettonie est bien remplie d'ailleurs, et tous les gens qui viennent de Riga ont eu accès aux billets bien avant, il y a 6 ou 8 mois, sauf erreur. Et là, quand il y a eu la mise en vente des billets, c'était à d'autres tarifs que maintenant. Où là, c'est vraiment, je trouve, puis par contre, tu te dis, en Suisse, faire une mise avant pour les matchs d'équipe de Suisse, on sait quand même que le pouvoir d'achat est pas le même qu'en Lettonie. Donc, je sais pas trop comment ils vont faire. Mais si toi, pour fixer un prix comme ça... je sais pas, en haut à Fribourg, dans les places les plus... on voit bien dans cette patinoire, mais admettons que c'est les places les plus hautes où on estime que c'est la catégorie la moins chère. Tu les verrais à combien un peu si t'avais je sais pas, 50 francs, est-ce que tu te dis, mais pour un Kazakhstan, Italie, 50 francs, c'est quand même beaucoup. Je pense qu'il faut... Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des prix dynamiques. En fonction des affiches. Ou peut-être un package. Si tu disais le samedi à 12h20, peut-être d'avoir un truc pour les 3 matchs ou quelque chose comme ça. Même s'il faut farcir 3 matchs en une journée, il faut aimer le hockey. Il y a des choses déjà qui sont faites de cette façon-là. Bon, après, moi, j'ai aucun doute que la fédération en Suisse, ils sont là, ils observent, ils vont faire une politique tarifaire, je pense, qui sera correcte par rapport à nous, Suisses, donc par rapport à notre pouvoir d'achat. Mais on a ici, si tu vas voir sur les billets, il y a un match Slovénie-Kazakhstan qui commence à 9,90 €. Moi, je peux imaginer qu'un système dynamique en Suisse, il peut faire tout à fait sens. Tu peux peut-être partir à 20 francs le premier billet tout en haut pour un match à midi.
Et puis après, tu montes dans la gamme. Mais c'est difficile à placer comme ça des chiffres tant que tu connais pas les équipes qui seront là et les affiches. Oui, mais je trouve que ça fait aussi sens quand même de se dire, tu vas pas nous dire, oh non, moi je pense que 100 francs pour un match, tu vois, juste d'avoir au moins un peu, qu'on soit sur plutôt la même longueur d'onde, parce que on a l'habitude d'assister à ça. 2026, alors oui, il y a de l'inflation, oui, il y a tout ce qu'on veut, mais quand même, on aimerait que les gens viennent. Et puis tu disais les écoles, est-ce que peut-être les autres cantons aussi là, forcément, canton de Fribourg, mais Neuchâtel, Vaud, Berne, tu peux accueillir pas mal de petits des autres. La fédération suisse met en place Kids ou School, je sais plus comment c'est le concept. Il y a un concept qui est mis en place où ils font venir les enfants qui peuvent visiter le championnat du monde, qui peuvent assister au match. Ils l'ont fait en 2009 et ça avait été un énorme succès à Cloton et à Berne. Donc je pense qu'on va récidiver. Mais si on revient un peu plus large, donc ton rôle avec ton nouveau poste, on parlera de l'aspect Gauthieron un peu plus tard, mais on va se concentrer d'abord sur le championnat du monde. Ton rôle dans cette organisation, tu peux un peu nous le définir et à quoi ça... Quelles sont tes occupations? Et surtout, pour nous, c'est dans 3 ans. C'est encore très abstrait le mondial à Fribourg et à Zurich, mais surtout Fribourg pour les romans. Toi, c'est beaucoup moins abstrait que nous, j'imagine, actuellement. Là, c'est extrêmement concret, même, parce que pour nous, de la façon qu'on se structure, et selon ce qu'on veut faire, les choses doivent être décidées maintenant. Et nous, on est en train là de préparer une forme d'agenda de ce qu'on veut faire jusqu'en 2026 pour, on en parlait avant, réussir à faire inscrire le championnat du monde dans la tête des gens et les faire venir. C'est-à-dire qu'il faut créer énormément d'événements, faire parler autour du championnat du monde, aller vers un public qui n'est pas forcément acquis, parce que la patinoire à Fribourg, elle est toujours pleine, c'est vrai. Et les gens viennent d'abord parce qu'ils aiment Fribourg-Gotteron, c'est très identitaire, comme dans la plupart des clubs de hockey, encore plus que dans le football. Mais moi, je discute avec plein de copains qui ont des abonnements à Fribourg. Je leur dis, vous allez venir au championnat du monde? Ouais, on verra. Ouais. Aujourd'hui, ils doivent comprendre que c'est un événement premium. Et là, nous, on est en train de décider qu'est-ce qu'on va faire en 2024 comme événement, à qui ça va s'adresser. Et tous ces éléments-là, ils doivent être actés aujourd'hui parce que ça demande énormément d'organisation et de mise en place. Et on doit mettre en place notre structure qui va être happée au moment du championnat du monde et qui va être happée par Infront et l'IHF. C'est-à-dire, tu as un cahier des charges qui est énorme où ils ont besoin ça va de l'infrastructure, la logistique, les bénévoles, etc. Ils ont besoin de plein d'éléments, il y a plein de critères à remplir et nous, on essaye gentiment là, de cocher les cases, de mettre en place les choses, mais ça prend du temps. Mais on est 3 ans avant, donc on a du temps, mais en même temps, t'en as pas beaucoup. Faut être dès le départ juste et partir sur les bonnes bases. Moi, si je reprends 2026, je me dis qu'il y a 2 choses, et en voyant le championnat du monde ici, qui m'interpellent pour avoir un championnat du monde qui peut peut-être être plus réussi et qui peut peut-être amener un peu plus de monde. C'est que 2026, sur les Jeux Olympiques de Milan et Cortina, est-ce que la NHL sera là et tout, ce qui rallongera la saison et qui fera que ce sera peut-être plus difficile d'obtenir des joueurs, parce qu'on le voit aussi, là, les joueurs de NHL, on en a beaucoup parlé pour la Suisse, on voit l'impact qu'ils ont en termes de... la conférence de presse de Ishii Siegenthaler, c'était 50 personnes à l'hôtel des Suisses qui étaient là. C'est pas grand-chose, on n'est pas sur des trucs de méga stars, mais pour le championnat du monde ici, je trouve que c'était déjà pas mal, et on espère qu'il y aura peut-être un petit peu plus de stars pour dire aux gens, viens voir tel et tel, viens voir le Canada, vu que tu n'as pas les matchs de la Suisse, tant pis, tu viens voir les super Tchèques, les super Suédois. D'ailleurs, je crois que Christian Dubé a des directives pour d'ici 2026 de prendre des joueurs des nations qui vont jouer à Fribourg, c'est ça? Ça, c'est toi qui l'as déjà guidé. D'où les 4 Suédois, l'année prochaine, les Canadiens. Non, mais t'as absolument raison, Jean-Fred. Mais ça, c'est un problème sur lequel nous, on n'a aucun impact. Que les stars du hockey nord-américain viennent au championnat du monde, c'est l'IHF qui doit entreprendre les démarches pour cela. Et je sais qu'il y a des discussions aussi maintenant pour peut-être augmenter la part que paye la Fédération internationale pour la venue des joueurs de NHL. Pour les assurances, Pour les assurances, afin de favoriser leur venue. Pour le club de Fribourg-Gotteron, ce championnat du monde, c'est un enjeu majeur également, d'un point de vue financier, évidemment, et j'imagine pas uniquement, mais ça reste le nerf de la guerre. C'est quoi les retombées? Je dis pas, c'est pas un chiffre forcément, mais le club attend quoi de... 2 étrangers premium. Attend quoi de ce championnat du monde? La première retombée, elle est indirecte, parce qu'elle est symbolique. Tu as été capable d'organiser le championnat du monde dans la plus petite ville qui va organiser le championnat du monde de l'histoire.
et tu peux mettre en avant ton écrin, ta patinoire, tu montres ton savoir-faire. Et pour Fribourg-Gotteron, ça, c'est quelque chose, c'est une chance énorme, c'est une opportunité unique. Et je pense qu'en montrant que tu es capable de faire ça, tu peux aussi t'inscrire pour d'autres événements. Tu as prouvé que tu remplis un cahier des charges d'un événement majeur international. Derrière, on t'accorde, déjà qu'on accorde aujourd'hui à Fribourg-Gotteron dans l'organisation, il y a beaucoup d'events qui se déroulent à la patinoire, on accorde déjà beaucoup de confiance, mais après, je pense que tu peux voir toujours plus loin et tu peux t'ouvrir à plein d'autres opportunités. Je sais qu'à la télé, on aime bien dire sans transition. Mais il y a quand même une transition, du coup, vu qu'on va parler de Fribourg-Gotteron. Donc, c'est ton autre casquette, on va dire. C'est de travailler aussi pour Fribourg-Gotteron. Actuellement, si tu dois, depuis que tu es là, mais c'est encore frais, hein, je sais bien. Mais depuis que tu es là, c'est quoi la part des de tes deux casquettes, ouais? 120% l'une, 130% l'autre. Comme toujours, quand tu changes de job et que tu es au début d'un nouveau job, t'as envie d'apprendre, donc tu en fais beaucoup, tu essaies de te mettre à jour parce que tu as forcément un déficit par rapport à tous les gens qui sont déjà en place depuis longtemps, et quand je dis un déficit, c'est un déficit d'information. Donc là, aujourd'hui, je n'arrive pas du tout à articuler un chiffre de pourcentage, quoi, comment. Là, j'essaie tout simplement de m'investir pleinement, de faire au mieux, et puis par la suite, j'espère trouver un rythme de croisière satisfaisant pour tout le monde. Ce que tu imaginais au moment d'accepter ce poste, et maintenant que tu es les mains dans le cambouis, c'est vraiment différent ou c'est assez proche de ce que tu attendais? C'est assez proche de ce que j'attendais, et ça signifie quand même que je pense que j'ai beaucoup et bien réfléchi en amont avant de changer complètement de cap, parce que c'est pas là dans mon changement, c'est pas, tu pars pas d'un média pour aller vers un autre, tu changes carrément de profession. Alors il y a beaucoup de passerelles parce que tu connais les gens du hockey, tu connais le milieu, les codes, etc. Mais dans le fond, tu fais pas la même chose. T'es de l'autre côté. Aujourd'hui, tu crées, alors qu'avant, je faisais comme vous, t'analyses, t'observes, tu critiques, tu dis des fois que c'est très bien, etc. Mais on n'était pas dans le même paradigme. Non, c'est assez semblable à ce que j'imaginais. Mais je peux pas encore dire aujourd'hui, après 6 semaines, c'est encore tout frais, bien sûr. que je maîtrise tous les codes de ces deux nouveaux jobs. Finalement, il faut encore du temps. Et je parlais avec quelqu'un dans le milieu du sport dont je tairai le nom, qui m'a dit, lui, quand il a changé, il a pris un rôle plus administratif dans un club, il lui a fallu 1 année pour être à jour et 1 année et demie pour avoir un coup d'avance. Et déjà être à jour, c'est comprendre les enjeux, parce que si tu veux améliorer quelque chose ou développer quelque chose, il faut le faire parce que tu as cerné où il y a des points de développement, pas le faire parce que tu as un nouveau job ou tu as des responsabilités, ça sert à rien. Mais c'est intéressant le coup d'avance, parce que ça veut dire, j'aime bien cette idée, et tu vois certaines choses où tu te dis, ah ouais, ça on pourrait améliorer, ça je pourrais anticiper peut-être, si je prends notre cas, il y a ça qui se trame, je sais déjà que j'aurai un téléphone de Greg qui va me demander si c'est possible d'avoir une interview, et puis de pouvoir peut-être planifier une conférence de presse en se disant, comme ça je sais que j'aurai plus de demandes, donc c'est des choses comme ça un peu. Absolument. Ça, à la télévision, je pense qu'après 11 ans à la RTS, 5 ans à Téléclub, j'avais... j'en suis même convaincu, j'avais des coups d'avance dans le sens que je connaissais les codes et puis je pouvais vraiment, vraiment anticiper. Aujourd'hui, c'est ce que j'aimerais arriver à faire pour la suite, pour la communication et la marque de Fribourg-Gotteron, c'est que chaque fois que c'est possible, le chemin est déjà plus ou moins tracé. Après, tu l'adaptes en fonction de ce qui se passe et de l'actualité. Et le sport a ça de magique que tu peux pas tout prévoir. Des fois, il y a des choses qui t'échappent et ça, faut l'accepter. Mais c'est important d'avoir une structure qui est là, et moi, je crois pas à l'improvisation. Les gens qui disent j'improvise, non. C'est 95% de travail, de chemin tracé et 5% d'improvisation. Et moi, j'ai envie d'arriver à ça à titre personnel dans mes nouvelles fonctions. C'était quoi les réactions au moment où il y a eu cette annonce? Parce que j'imagine que ça a surpris beaucoup de monde de te voir quitter la RTS déjà. Mais ça, à la limite, tu l'as dit, tu as fait plus de 10 ans à la RTS, 10 ans dans un travail. Vouloir voir autre chose, c'est complètement logique. Mais là, tu changes pas de travail, tu changes de métier, tu changes tout en fait. J'imagine que tu as dû avoir de bons retours, mais il y a des gens qui t'ont un peu dit « Ouais, t'es sûr de toi, là ?» Énormément.
Beaucoup de gens m'ont dit, mais t'es fou. Mais tu quittes un métier où tu vas aux quatre coins du monde, tu commandes les plus grands exploits pour toute la Suisse romande, un métier qui fait rêver les enfants, mais même les adultes. Et puis, dans le fond, ils ont raison, parce que ce métier, il était fantastique, et il est toujours fantastique. Mais moi, je ne l'ai pas quitté parce qu'il me plaisait plus. Au contraire, c'est parce que là, c'était deux opportunités assez incroyables dans le canton où j'ai grandi, pas loin d'où j'habite, pour un club de hockey qui est stable, mais qui est en plein développement, qui a de l'ambition, et puis en même temps le championnat du monde dans ton canton que tu peux organiser. Il y a des gens, des fois, ils partent de leur profession parce qu'ils en ont marre, ça va plus. Moi, je ne suis pas parti pour ça. Je suis parti parce que ces deux opportunités, quand on me les a proposées, je me suis dit, mais waouh, c'est génial. Aujourd'hui, je peux les prendre. Je peux saisir cela. Peut-être dans 3 ans, je me serais dit, je veux quitter la RTS, c'est possible, mais je n'aurais pas eu de telles opportunités. Là, c'était une chance. Est-ce qu'on a plus de chances de te retrouver comme président de l'IAHF ou comme président de la Confédération? Alors, de la Confédération, il y a déjà un Berset. Ouais, bon, il est pas... Et, maman, ok, les types, ils ont des rentes à vie après, mais quand même... Et puis l'IHF, il y a déjà eu un Suisse, donc je pense que c'est pas pour tout de suite. En foot, ça a dérangé personne. Hein. Oui. Non, mais je pense que dans le sport, j'ai mes marques. Et la voix, elle est plus intéressante. Ça me fait penser qu'à l'IHF, il y a membre du conseil, il y en a un, et c'est Reto Raffiner. Oui. À quel degré tu imagines qu'il peut aider quelle est la présence suisse dans ces arcanes-là, en fait? Je pense que Reto Raffiner, au vu des dernières semaines, il va mettre encore plus d'énergie. Il a 2 casquettes aussi. Oui, tout à fait. Non, lui c'est quelqu'un de réseau. C'est un homme de réseau. C'est un super politicien du sport, si on peut utiliser ce terme. Il a fait beaucoup de bien à l'équipe de Suisse. Il était directeur des équipes nationales. Il a vraiment remis l'équipe nationale au centre au niveau de l'attache, de la fierté et du côté un petit peu exclusif de venir en équipe de Suisse. Où avec lui, on venait plus juste en équipe de Suisse pour venir et puis faire une petite sélection. Il fallait prouver quelque chose. Moi, je suis convaincu que c'est une personne qui aura un rôle à jouer à l'avenir dans les organes de l'IHF. Après, c'est une équation à multiples inconnus, l'IHF. Mm-hmm. Revenons à Fribourg-Gotteron. Tu as déjà eu beaucoup de demandes. Alors, le club, l'équipe, il faut prendre tel joueur, il y a ça qui va pas. Tu as eu beaucoup d'entraîneurs en herbe, on va dire, qui t'ont déjà donné des conseils sur ce qu'il faut faire pour ce club? Oui, c'est assez marrant parce que certains, ils me disent des fois, bon, on compte sur toi pour qu'il soit champion l'année prochaine. Bah ouais, écoute. Et puis, moi, je serais très heureux qu'il soit champion, absolument, mais j'ai aucune influence là-dessus. Il y a des gens bien plus compétents que moi dans le club pour s'occuper de ça, et puis j'ai pas vocation à m'occuper du sportif. C'est Christian Dubé qui gère cela. Il y a aussi beaucoup de gens qui sollicitent pour des billets ou des abonnements, parce que vous savez qu'à Fribourg, il y a un énorme engouement, il y a une liste d'attente de 400 abonnements, et tout le monde, assez logiquement, lorsque tu as envie d'avoir un abonnement, tu essayes d'écrire à ton pote ou ton ami ou comme ça, donc c'est marrant, comme tout d'un coup, certains redécouvrent ton numéro. On est journaliste, nous, on voit de l'extérieur comment fonctionnent les clubs. Il y a un confrère qui allait travailler au FC Sion, et qui m'a dit, après une année, il m'a dit, en fait, je croyais bien connaître le foot, je croyais bien comprendre les choses, j'étais de l'extérieur, je critiquais beaucoup, je voyais pas mal de choses. Et en fait, après une année, je me suis rendu compte que je comprenais rien à ce qui se passait au club, et c'est une expérience qui est extraordinaire à vivre de l'intérieur. C'est évidemment, tu l'as dit avant, tu es là depuis 6 semaines seulement, mais il y a déjà des choses, et là je parle plutôt de l'aspect, on va dire, sportif, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse, nous tous finalement, autour de ces micros et les gens qui nous écoutent. Il y a déjà des trucs où tu t'es dit, ah ouais, moi de l'extérieur, je me rendais pas du tout compte de ça. Bon, déjà, l'exemple du FC Sion, je pense qu'il est difficilement comparable avec Gotteron, parce qu'en termes de stabilité, à Gotteron, on a Dubé qui est là, il y a John Gobi, il y a un conseil d'administration qui ne bouge pas. Au FC Sion, on est d'accord que c'est un peu plus animé quand même. Non, moi, ce qui m'a frappé, et je savais que les gens sont très fans, qu'il y a beaucoup de demandes autour des joueurs, mais pas à ce point-là. Il y a tout le temps des sollicitations pour les joueurs, pour qu'ils assistent à un événement, pour qu'ils signent un maillot, pour qu'ils envoient une carte autographe, etc. Mais c'est pas juste une demande par semaine ou comme ça, c'est tout le temps, constamment. Tu reçois aussi des
des mots très personnels. Il y a du courrier, j'ai pu lire 2-3 lettres, des gens qui écrivent encore à la main pour dire à quel point ils aiment le club, ou ils trouvent fantastique tel joueur, etc. La passion, je savais qu'elle était là, mais qu'elle s'exprimait sous toutes ses formes, c'est pas que je le découvre, c'est que ça me surprend par l'intensité et l'ampleur de ce phénomène. Ouais, parce qu'on se dit peut-être qu'avec les réseaux sociaux, c'est facile de faire un petit like, un petit commentaire sur Instagram et tout, puis voilà, finalement, il n'y a pas besoin, mais d'avoir des vraies requêtes, demandes journalistiques, ou même... je sais pas, des fois, il y a des journalistes, nous, on est bêtement petits journalistes romans. Il peut peut-être y avoir des journalistes suédois qui demandent s'ils peuvent peut-être parler à Sorensen ou bien à d'autres joueurs, et finalement, il n'y a pas que nous, quoi. Ouais, et puis il y a les demandes médiatiques qui, elles, sont beaucoup plus élevées de toute façon en saison, ça c'est évident. Donc là, on est plutôt au creux des demandes médiatiques. Mais où je reviens, le point sur lequel je reviens, c'est les demandes des partenaires et des gens. Par exemple, samedi passé, il y avait 8 joueurs de Fribourg-Gotteron qui étaient à Altersville en Saint-Gilles pour inaugurer une halle de gym. Il y en avait 2 autres qui étaient à la confrérie du Gruyère. T'as 10 joueurs de ton effectif déjà un samedi qui sont sollicités sur 2 événements. C'est conséquent et tu dois y être parce que ça fait partie de ton ADN, parce que Fribourg est un club où les gens, où les joueurs, où le club est proche de son public, et tu dois y être, et puis tu dois surtout y aller toujours avec cette volonté d'être l'ambassadeur de Fribourg-Gotteron, et tant que tu arrives à faire ça, et c'est même pas que tu arrives, tu dois le faire, tant que tu es capable de le faire toujours de cette façon-là, je pense que le club restera un club unique en Suisse romande où les gens sont très très passionnés. L'ambassadeur de Fribourg-Gotteron, Julien Sprunger, si tu dois gérer son agenda, tu y arrives? Ouais, Julien, c'est l'emblème de Fribourg-Gotteron. Il est tout le temps sollicité parce que Julien, c'est quelqu'un de naturellement gentil, empathique, qui a toujours le bon mot. C'est un clubiste. Un des derniers clubistes, et puis en plus c'était un fantastique joueur. Donc l'agenda de Julien Sprunger, en fait, il correspond à ce qu'il dégage, c'est-à-dire une très très belle personne avec laquelle on a envie de passer du temps. Tu étais journaliste, j'imagine que tu n'étais pas apprécié de tout le monde au niveau des joueurs, au niveau des gens, on va dire, même j'imagine à Fribourg-Gotteron où tu travailles aujourd'hui. Tu as déjà eu des discussions sur ton passé de journaliste et sur maintenant que tu as cette nouvelle casquette avec des gars dans le vestiaire? Alors, on n'a pas discuté précisément des critiques du passé, mais dans le fond, c'est bien. J'espère que certains ne m'aimaient pas dans le passé, mais pas parce qu'ils ne m'aimaient pas parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec mes arguments, mais... Par contre, j'espère qu'ils m'accordaient de la crédibilité. Et c'est ça, dans le fond, quand tu vas vers des joueurs, s'ils considèrent que tu sais faire, tu peux leur apporter quelque chose, même s'ils n'étaient pas d'accord avec toi, que ça les a énervés, que tu les as critiqués, vous émettez des avis, les joueurs ne sont pas d'accord avec vous, mais ils vous respectent parce que c'est étayé, vous avez pris position avec des éléments factuels, etc. Si ça... C'est acquis auprès des joueurs, auprès du grand public. Je pense que c'est déjà gagné. J'imagine bien Oui, mais le 10 novembre 2012, il y avait un match tel et tel. Marco, il a dit ça, je suis pas d'accord et tout. Ça, des gars qui te rappellent des événements passés, ça existe? Oui, il y en a qui disent « Ah, mais ce jour-là, t'as été trop sévère, t'étais trop critique. » J'ai même dit avant les playoffs cette année que Genève Servette pouvait pas aller en finale parce qu'ils n'avaient pas le gardien pour être champion. J'aurais mieux fait de me taire. Donc si on dit rien, on risque pas de se tromper aussi. Exactement. Hein. Mais je me souviens aussi qu'à un moment donné, au tout début, qu'il était entraîneur de Fribourg-Gotteron, Christian Dubé était très critiqué. Et moi, je l'avais beaucoup critiqué. À un moment, on avait des relations extrêmement fraîches, extrêmement tendues. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. C'est l'inverse. On s'entend très très bien. Mais il y a toujours eu du respect, même qu'on n'avait pas la même opinion. Et c'est ça qui compte. Tu respectes l'opinion de l'autre parce que tu considères qu'il travaille correctement. C'est la base de la crédibilité. Tu faisais beaucoup d'interviews aussi, comme nous. Et des fois, on a un peu tendance à voir l'interviewé comme, de temps en temps, qui ne nous donne pas toujours ce qu'on aimerait, finalement, en tant que journaliste. J'imagine que toi aussi, ça t'a frustré de temps en temps. On doit s'attendre à quoi avec ta présence? Est-ce qu'on doit s'attendre à des joueurs qui sont justement un peu mieux coachés, on va dire, en plein de je fais les guillemets avec les doigts, enfin, on n'est pas filmé, mais mieux coachés médiatiquement avec toi, ou au contraire tu vas leur donner des clés pour être un peu plus ouvert, et je critique personne en particulier là, c'est vraiment
comment toi tu vois la fonction du joueur à l'interview et qu'est-ce que tu vas faire pour l'avenir? La première chose, déjà, pour se faciliter la vie dans tous les clubs, pour moi, c'est que les bonnes personnes parlent des bons sujets. C'est-à-dire que tu parles sur les sujets qui te concernent et sur lesquels tu as de l'influence. Donc, une fois que c'est très clair, tu peux avancer. Et n'importe qui est meilleur dans une interview lorsqu'il est lui-même, qui dit ce qu'il ressent et qui parvient finalement à faire passer sa personnalité dans l'interview. Et vouloir brider des joueurs qui commencent à réfléchir dans une interview à ce qu'il ne faut pas dire, c'est le meilleur moyen de faire un autogol, parce qu'au bout d'un moment, déjà, tu te plantes, et puis après, tu dégages rien du tout, et les gens se désintéressent. Non, moi, je suis pour une communication où, sur les sujets où ça te concerne, après un match, un joueur, s'il a mal joué, il l'assume, hein, en général, il n'y a pas trop de problème. Un coach, il peut dire des trucs aussi après un match. Et un coach peut également dire des trucs du moment et qu'il les assume et qu'il choisit ses moments de parole. C'est tout à fait possible, mais ça... Je pense que la base, elle était déjà là. Après, avec l'expérience que moi j'ai de journaliste, tu peux aider aussi à savoir à quel moment il faut dire quelque chose et de quelle façon il faut le mettre en avant. Mais c'est ça. À Fribourg, Greg, tu l'as souligné. Ça, c'est vraiment inside parce que les gens ne se rendent pas compte. Mais à Fribourg, il y a une liste de joueurs qui est fournie. Et puis, pour les interviews d'après-match. Pour les interviews d'après-match. Puis des fois, t'arrives à avoir finalement quelqu'un, mais t'as presque l'impression que t'as quémandé. Alors que normalement, si t'as envie de prendre Sørensen, parce que t'as envie de faire un truc avec lui, alors il a pas marqué de but, il a pas fait un match fantastique, mais t'as envie. Ça, c'est quelque chose pour toi, c'est complètement normal, Lobéen. Moi, j'ai toujours été de l'avis qu'à l'interview, et avec l'équipe de Suisse, c'était encore plus évident. À l'interview, il faut prendre les acteurs du match, ceux qui font le match. Et tu ne peux pas savoir avant le début du match qui sera l'acteur principal du match. Donc c'est à la fin que tu décides qui tu prends à l'interview. Et je crois que les joueurs eux-mêmes, pour en avoir parlé avec eux, sont très contents la plupart du temps de venir à l'interview à la fin des matchs. Ce n'est pas une corvée. Hein. Je crois qu'on n'est plus dans les interviews d'il y a 20 ou 30 ans où peut-être ça pouvait être plus conflictuel ou plus laborieux. Là, vous avez presque, je prends vous, mais la plupart des journalistes, il y a une forme... Je dis de connivence, c'est pas vrai parce qu'on pourrait croire que vous n'êtes pas critique avec eux, mais c'est un échange. Aujourd'hui, les interviews, c'est beaucoup moins l'interview in-out, comme ça, où on pose 4 questions et puis ça s'arrête. Non, les joueurs, ils ont du plaisir, ils apprennent en faisant des interviews et ils voient aussi leur intérêt pour leur personne sur le moment et puis pour la suite de leur carrière pour la plupart. Donc moi, je pense que ça va aller dans le bon sens. Est-ce que vous pensez qu'on va retrouver ces vestiaires ouverts qu'on avait juste avant le Covid? Le Covid a fait aussi un petit peu mal. Je me rappelle, Greg, t'aimais bien aussi. Ouais. Moi, je trouvais que c'était assez chouette finalement. 10 minutes après, tu rentres dans le vestiaire, tu fais, puis après on ferme, puis c'est fini. Parce qu'il faut ça, je m'excuse, je te coupe. Il faut savoir quand c'est comme ça que ça se passe en NHL, effectivement. Puis en NHL, c'est vraiment très court. Enfin, non, mais t'as un gros quart d'heure de vestiaire ouvert, puis après, c'est fini. Et j'aime bien ce moment-là parce que c'est très cadré. T'as un moment où tu peux parler aux joueurs et après tu pars. Et je pense que pour le club, c'est peut-être plus simple aussi. Après, il y a des questions de logistique, c'est aller dans l'intimité du club. Et certains joueurs, je pense, qui sont... Ce côté un peu sacralisé du vestiaire est assez difficile pour certains, mais Lugano, actuellement, fait toujours les interviews dans le vestiaire. Et donc, pour dire, il y a un club qui continue à le faire malgré le Covid. Mais sinon, c'est vrai que c'était un peu la tendance pré-Covid et ça s'est arrêté assez abruptement. Mais moi, je pense pas que c'est un avantage pour vous. Je dis vous, les journalistes, mettant de faire des interviews dans le vestiaire. Les journalistes. Et je dis pas ça sur un ton accusateur, bien au contraire. Francis Lalanne, vous, rond de cuir. Non, mais c'est pas à mon avis, c'est pas un avantage parce que quand tu es dans le vestiaire, tout le monde t'entend. Et il y a cette forme de pression social, naturel, que si tu es à côté de ton coéquipier, tu vas faire très attention à ce que tu dis. Et je dirais pour un manager de la communication, c'est presque un avantage de faire les interviews dans le vestiaire parce qu'il y a un contrôle naturel et il n'y a pas ces petites discussions qui se font souvent quand tu fais les interviews dans le couloir. Tu pars tout d'un coup à gauche avec un ou à droite et puis tu poses 2-3 questions et puis tu dis mais ça tu notes pas ou ça tu dis pas ou comme ça. Dans le vestiaire, tu peux plus le faire, ça. Donc, moi, je suis pas convaincu que c'est à votre avantage. Et aller dans le vestiaire pour dire j'étais dans le vestiaire, je trouve que ça sert à rien. Il faut qu'il y ait une plus-value. Alors, la plus-value, elle peut être organisationnelle ou elle peut être éditoriale. Moi, je crois pas à la plus-value éditoriale. Et puis, organisationnelle, c'est avoir le modus operandi pour la suite, comment nous, on fait à Fribourg-Gotteron.
Mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ça fait sens d'aller dans le vestiaire. C'est pas une discussion que vous avez ou que tu as eu. J'imagine que déjà à 3 mois du début du championnat et au bout de seulement 6 semaines, c'est ta priorité numéro quoi 300-400 Ouais, je pense que t'es pas mal en termes de proportion. La priorité d'ailleurs maintenant, c'est quoi? Si on devait mettre une priorité, un ordre, un top 3, je sais pas, mais en tout cas... Qu'est-ce qui occupe tes journées prioritairement D'être capable d'être au clair d'abord sur toutes les tâches et tous les éléments liés à certains points de la communication. Alors aujourd'hui, en Suisse, on aime dire on fait le bilan des 100 jours. Parce que 100 jours, ça te permet normalement d'avoir appréhendé à peu près tous les domaines quand tu as un job. Quand on a 2, je dirais qu'il faut 200 jours, mais ça, c'est pas possible. Donc, après 100 jours, il faudra bien être au clair. Non, aujourd'hui, moi, je suis vraiment encore dans une logique où je regarde, je participe absolument à toutes les séances, même celles qui me concernent pas directement, mais parce que je peux aller obtenir des informations, chercher des clés de lecture, et je suis encore dans cette logique-là. Genre la billetterie, tu te dis, oui... Ouais, j'ai été rencontrer, passer du temps avec, je crois aujourd'hui, tous les managers de Fribourg-Gotteron. Quand on dit manager, c'est le manager de chaque département, pour comprendre leur fonctionnement, qu'est-ce qu'ils font, et puis pour tout simplement parce que je pense que la communication, elle ne s'arrête pas à un département. La communication, c'est quelque chose de transversal qui touche tous les départements. Et si tu veux pouvoir parler d'une manière claire, il faut comprendre ce que les autres ils font et pourquoi ils l'ont fait. Et il n'y a rien de mieux. Je veux dire, quand vous pouvez aller faire une expérience, une immersion à quelque part, c'est toujours très enrichissant. Pour moi, quand tu débutes un nouveau job, c'est dans la communication, c'est ça. Va voir les autres, qu'est-ce qu'ils font, et puis ensuite, peut-être tu pourras apporter quelque chose parce que tu as compris ce qu'ils font et tu amènes ta lecture à toi, ta lecture de communicant ou de journaliste, d'ancien journaliste. Justement, l'ancien journaliste, il pensait quoi de Fribourg-Gotteron en termes d'entité, finalement? Niveau communication, ouais. C'est déjà... Et je te demande pas de critiquer le travail qui a été fait avant, mais c'était quoi ta vision finalement, si tu devais comparer en disant ça il faisait peut-être mieux que d'autres, ou ça je voyais de l'extérieur des choses. C'était quoi ta lecture? Déjà c'est un club qui bénéficie d'une audience, d'une visibilité inégalée en Suisse. Je crois que c'est à Fribourg qu'il y a le plus de médias, non, lors des matchs? Ouais, je pense. On est assez d'accord. L'aspect bilingue, il y a BNF Fribourg, et je pense que Fribourg, il y a un poil plus, ouais. Donc, Gotteron a une énorme visibilité, et je trouve que le club a toujours su rester fidèle à ce qu'il était. Il s'est pas dispersé dans sa communication et dans ce qu'il voulait raconter. Il a essayé de raconter son histoire, celle d'un club ambitieux, avec des valeurs fribourgeoises, romandes, assez terre à terre. Et ça, il l'a très bien fait. Après, il y a une nouvelle patinoire aussi qui est arrivée. Et la communication, elle doit forcément évoluer parce que tu as d'autres moyens et tu peux raconter l'histoire différemment. Tu ne dois pas raconter une autre histoire, mais tu peux la raconter différemment parce que tu as un outil de travail qui est différent, qui est beaucoup mieux. Et ça, moi, je pense que ça fait partie de ma mission principale. C'est aujourd'hui l'histoire de Fribourg-Gotteron. Tu ne vas pas l'inventer parce qu'elle est unique, elle est connue. Mais par contre, tu peux peut-être la rendre plus attractive dans ta façon de la raconter, dans ton message extérieur, dans tes relations publiques. Tu iras au match à domicile, à l'extérieur, tout le temps, on te verra, ou tu sais déjà comment ça va se passer au quotidien de septembre? Alors, on n'a pas encore défini exactement comment on va faire les choses, mais non, j'ai pas vocation à aller à tous les matchs à l'extérieur parce que il y a le mandat du championnat du monde aussi, et du coup, il y a un équilibre à trouver, et ce serait pas possible. C'est un rythme de joueur professionnel quasiment si tu vas au match à l'extérieur et les matchs à la maison avec les trajets. Berne, ça va, Davos, c'est peut-être un peu plus... Ouais, Davos, Lugano, mais même Lugano, il fait beau. Tu peux pas rentrer à 3h du matin et être tous les jours au bureau à 6h30. Ça va pas au bout d'un moment. Non, et je crois qu'il n'y aurait pas besoin en fait. Il y a des gens qui le font très bien maintenant à la maison aussi. Ce qu'il faut, c'est simplement que tant à la maison qu'à l'extérieur, les personnes qui s'occupent de la communication de Fribourg-Gotteron soient au clair sur ce qu'ils font et ce qu'on veut donner aux journalistes et aux fans, etc. Et je pense qu'il y a aussi un
pas en avant qui va pouvoir être fait au niveau de ce qu'on raconte nous-mêmes, le club. On va pas faire Gauthieron TV comme certains grands clubs, mais par contre, dans le contenu qu'on met en avant, je pense qu'on va raconter pas mal de choses nous-mêmes aussi, et ça peut venir intéressant pour la suite. Voilà, encore un épisode de plus en direction du quart de finale. Merci Marc-André d'être venu à notre micro, comme Merci d'habitude, Marco. j'ai envie de dire. Ça a été un plaisir, en tout cas pour moi le verre il est toujours moitié plein quand je viens avec vous les gars, vous les porte-parole désormais du hockey roman. Voilà, exactement, tu nous donnes cette casquette, t'en as d'autres sur la tête maintenant. On se voit l'année prochaine du coup entre Prague et Ostrava, on sait encore pas où, c'est ça? C'est exactement ça. Non, on saura qu'après le championnat du monde. Exactement. Exactement. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps. Je sais que ton voyage à Riga est assez intense, donc c'est juste on a le même hôtel, donc ça nous a un petit peu aidé au niveau de l'organisation. Exactement. Nous on se croise sûrement tout bientôt autour d'une patinoire et puis tout bon dans tes nouvelles fonctions. Ouais, merci à vous et merci à Codefax. Merci bien. Ciao, ciao.